Wouh, ok, let's go, j'ai l'air super énergétique, tout le contraire malheureusement intérieurement. Pourquoi? Parce que je viens de me réveiller il y a exactement 2 heures de cela. Je tourne à 9 heures, qui fait sa personne? Moi? Oui, totalement. Mais je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour, encore une fois, une histoire. Je suis Père Castor. Non, ok. J'ai fait 2 histoires récemment sur ma chaîne où on sortait un peu de la thématique horreur, mais aujourd'hui, on est carrément dedans. J'avais envie, les amis, aujourd'hui de vous raconter 3 histoires d'enfants qui ont fait des choses totalement horribles, qui sont condamnables à souhait. Je pense que j'ai assez dit de la D, et commençons du coup maintenant la première histoire, qui est celle de Mary Flora Bell. Mary, elle est née le 26 mai 1957 à Newcastle, en Angleterre. Elle va grandir avec son père, faux, elle n'a pas de père, enfin du moins elle n'a pas la connaissance de l'identité de son père biologique, mais cependant, pendant la majeure partie de sa vie, elle a accepté que son père serait Billy Bell. Vous allez me dire, c'est qui Billy Bell? Et c'est compréhensible. Ce fameux Billy Bell n'était pas du tout un héros ou bien une star qu'elle aimait beaucoup, à laquelle elle s'identifiait, mais bien un criminel aguerri pour plusieurs cambriolages. On peut remarquer qu'on est déjà sur une enfance qui est voilà très mal basée. Au niveau idole, tout ça, bon c'est pas top pour l'instant, mais peut-être ça améliorera. Non, pas du tout, ouais. Ça va être encore pire que ça. Et ça va être encore pire à cause de l'enfance de Mary, qui l'a pas mal influencé sur ce qu'elle allait faire plus tard. La mère de Mary, en raison de son métier, elle va être méga absente pour sa fille. Mary va être son premier enfant d'ailleurs lorsqu'elle avait 17 ans. Détail triste qui en vaut le détour, selon plusieurs opinions des amis proches de la famille, Mary, pendant son enfance, aurait été maltraitée par sa mère. Comme l'a décrit même un témoin oculaire, Betty aurait une fois tenté de tuer sa propre fille en la jetant de la fenêtre et en lui faisant aussi consommer des somnifères. Cette chute, malheureusement, s'est produite un jour, c'est arrivé. Sa mère l'a jetée de la fenêtre et a provoqué du coup chez elle pas mal de lésions cérébrales. Et pour aller encore dans le plus sombre, à l'âge de 4 ans, Mary, elle va se faire agresser sexuellement par les clients de sa mère. Les clients de sa mère qui étaient des fans de prostituées. Car oui, sa mère était une prostituée. Elle était obligée de faire ce métier pour survivre et nourrir sa fille, qu'elle maltraitait. Donc un peu con, ouais, c'est totalement contradictoire de fou. Cependant, ça n'a jamais été précisé concrètement que ce qu'elle va faire par la suite d'horrible était dû à la chute et aux abus qu'elle avait subis d'affreux. Personnellement, je pense que tout ça est lié parce qu'on va apprendre que la zone préfrontale de son cerveau a été très endommagée. Toute la zone qui était liée aux activités contrôlées à la prise de décision était très endommagée. C'est pourquoi je pense qu'il y a un petit peu un lien. Mais on y reviendra plus tard. Parce que maintenant, on va en venir à l'élément qui a bouleversé une famille et qui a traumatisé pas mal de personnes à cause d'une simple enfant. Le 25 mai 1968, Mary Bell a étouffé un garçon de 4 ans du nom de Martin Brown dans une maison déserte. Au début, les gens vont penser que Mary a commis ce crime seule, mais pas du tout. Le 31 juillet de la même année, Mary, avec son amie Norma Joyce Bell, qui avait alors 13 ans au moment des faits, a commis un autre crime, accompagnée de sa pote. On raconte qu'après le premier crime, Mary et Norma étaient entrées dans un centre de jardinage pour seul but tout détruire. Et dans ce centre justement, c'est là où les policiers ont découvert qu'elles avaient laissé derrière elles des notes disant noir sur blanc que c'est bien eux qui avaient commis ce crime auparavant. Mais l'incident, il va être totalement évité par les policiers et ils vont penser que c'est tout simplement un canular. Je vais passer un disclaimer pour les personnes qui ne veulent pas entendre ce que je vais dire maintenant, parce que c'est assez glauque. Plus tard, les enquêteurs ils vont prouver que Mary était revenue sur le corps de la victime de son deuxième crime qu'elle avait commis, dans le but très simple de graver sur le ventre du petit garçon un M, à l'aide d'une paire de ciseaux. Le 17 décembre 1968, le verdict final de l'affaire va être annoncé à la cour d'assises de Newcastle et c'est à ce moment où Mary et Norma vont être déclarées coupables d'homicide involontaire. Et c'est à ce moment précis où Norma et Mary Bell vont être reconnues coupables pour homicide involontaire. Involontaire pour la simple et bonne raison que les psychiatres qui ont été appelés par le tribunal ont constaté très vite que Mary
avait un gros souci mental et qu'elle avait pas mal de symptômes de psychopathie. La peine de Marie va être allégée à cause de ses déficiences mentales. Elle a été même présentée comme étant un risque très grave pour les enfants, qui a donc décidé par la suite de la condamner à 12 ans de prison. Et souvenez-vous de sa mère, qui elle avait des problèmes de fric un peu. Elle a décidé de raconter l'histoire de sa fille pour se faire de la moula. Mais ça ne s'est pas arrêté là, elle va aussi décider de vendre des notes de sa fille que soi-disant elle avait écrites, alors que pas du tout, c'était clairement sa mère qui faisait genre qui avait écrit ces notes, comme elle était devenue connue dans le monde du crime, pour que les gens, hop, rachètent ces notes qu'elle n'avait pas du tout écrites. Vraie femme d'affaires la daronne, on est sur une waouh. Elon Musk, pas du tout ça le terme. Et finissons-en avec cette histoire. En 1976, Marie elle va être transférée dans un établissement, et pas n'importe lequel. Ce lieu était destiné pour les jeunes contrevenants à la prison. Un an plus tard, Marie va tenter un petit truc, c'est de s'échapper littéralement de cet établissement qui l'avait accueilli pour la soigner. Bien évidemment, cette histoire a fait la une des journaux, et elle a donc perdu tous ses avantages qu'elle avait en prison pendant 28 jours. Mais elle va quand même finir par être libérée en 1980 à l'âge de 23 ans. Elle n'a pas eu d'adolescence, vraiment. Elle a fait toute son adolescence en prison. C'est normal en vrai, parce qu'elle a tué des gens. Un petit peu normal. Pour finir, après sa sortie en prison, elle a réussi à obtenir l'anonymat public et a été autorisée à utiliser un nouveau nom pour mener une vie sans problème. Ce qui veut dire qu'à tout moment, Maribel est votre pote et vous le savez pas, parce qu'elle a un nouveau nom, elle a une nouvelle identité, une nouvelle manière d'interagir avec les gens, qui est peut-être pas de tuer les gens, hein, dès qu'elle le voit, wow, ouais, salut mon gars, là, hop, je te tue. Non, peut-être pas ça, ce serait con, sinon elle revient en prison finalement. Peut-être qu'elle a été arrêtée à nouveau, on ne sait pas du tout, parce qu'on ne sait plus qui c'est, comme elle a obtenu l'anonymat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé et ce que vous pensez de la première histoire, et en passant plus tarder à la deuxième. Barry Dale Lukatis, c'est le nom du prochain tueur qui a fait des choses complètement horribles et dont je vais raconter l'histoire maintenant. Pas cool tout ce qu'il a fait. Tout sauf bien. Barry, dès son plus jeune âge, il va avoir une enfance très perturbée. Sa mère était suicidaire et voulait que son fils soit pareil. Barry se faisait également moquer à l'école. À l'âge de 15 ans seulement, ce beau brun aux sourcils épais et ténébreux exerçait une véritable fascination pour les filles de sa classe. Malheureusement, derrière ces traits juvéniles se cachait en réalité un cerveau malade, rongé par un désir de mort et de destruction. Et dites-vous que personne n'a rien vu venir. En réalité, personne ne pouvait prévoir que Barry, après toute sa souffrance psychologique, qu'il allait passer à l'acte. Nous sommes le 2 février 1996 et Barry va se rendre à son collège à pied. La frontière Middle School de Moses Lake, dans l'état de Washington, c'est l'établissement tout à fait classique où il était, comme on en retrouve des milliers d'autres aux États-Unis. Mais ce jour-là, Barry il va opter pour un accoutrement très spécial, qui n'était pas du tout adapté à l'événement. Il va arriver déguisé en cow-boy. Le plus préoccupant dans tout ça, c'est que Barry, ce jour-là, il était armé de 3 armes à feu. Il avait sur lui un fusil de chasse, un 357 Magnum et un pistolet semi-automatique de calibre 25. Sans oublier les 78 munitions qu'il avait dans sa veste de cow-boy. Les précisions sont maintenant terminées, venons-en maintenant à l'acte d'horrible qu'il a commis. Les cours à peine commencés que Lukatis, il va débarquer dans sa salle de classe. Et là, il fait feu. 2 de ses camarades, âgés de 14 ans, tombent sous les balles, tandis qu'une 3e est gravement touchée au bras. Barry va même crier « C'est quand même mieux les maths, hein ?» Dans la foulée, sa prof d'algèbre, Leona Kers, va recevoir une balle en pleine poitrine et va décéder sur le coup. Grâce à un professeur d'EPS, le drame va s'arrêter. Barry n'a pas pu finir son plan, et heureusement, car il avait programmé de prendre plusieurs otages pour pouvoir prendre la fuite. Comme toutes les personnes dans cette vidéo, il va purger de la prison, pas mal, mais je trouve cette phase pas trop intéressante, du coup j'ai décidé de la supprimer, et j'ai envie de vous faire part de ma théorie. Pourquoi il a fait ça? Et bien moi je pense qu'on est encore sur ce truc là de son enfance qui l'a fait faire ce qu'il a fait à son école. Il a été harcelé, torturé psychologiquement par sa mère, et je pense que c'est ça qui lui a fait faire ces choses horribles. On a même retrouvé des informations sur la mère, comme quoi elle aurait prévu à la Saint-Valentin de se suicider, pour demander à son fils aussi de le faire.
Vous imaginez la torture qu'a dû subir Barry. Attention, je ne dis pas que c'est justifiable ce qu'il a fait, c'est tout simplement horrible et condamnable, mais j'ai envie de chercher la raison de pourquoi il a fait ça et je pense que c'est celle-ci. C'est l'enfance qui a joué un tour considérable sur sa future vie et qui lui a fait faire des choses complètement affreuses. Personne n'avait vu en fait qu'il était très mal intérieurement, personne n'a creusé et du coup ça a fini en drame. C'est carrément irrespectueux, pardon, j'étais sur mon téléphone, Ouais, on est sur de l'irrespect total à ce niveau-là. On passe à la troisième histoire de cette vidéo, la troisième, je l'ai dit 2 fois. C'est irrespectueux, pas du tout, en vrai, on est quand même sur l'irrespect assez convenable, voilà. Joshua Phillips, c'est la troisième personne et le troisième enfant tueur dont on va parler dans cette vidéo. Et je vais vous raconter son histoire tout de suite. Joshua Earl Patrick Phillips est né le 17 mars 1984 à Hallington, en Pennsylvanie. Encore une fois, lui a grandi dans une famille qui était pas vraiment saine. Son père, Steve, était un toxicomane qui le tourmentait, lui et sa mère. Pour contrebalancer ça, il y avait ses demi-frères, Daniel et Benji, qui eux étaient beaucoup plus sains pour lui. Joshua les aimait énormément, mais malheureusement, un jour, il ne va plus du tout les voir. En 1997, alors que les frères faisaient tout ensemble, tout va s'arrêter. Steve, le père toxicomane, et la mère de Joshua vont déménager en Floride, laissant derrière eux les 2 frères aînés, pour emmener seulement qu'avec eux Joshua. J'ai envie d'en venir à une étape et une personne très importante pour l'histoire, à savoir le début de la vie de Mary Clifton. Vous allez comprendre qui c'est. Mary Clifton, elle est née le 17 juillet 1990 et va vivre une enfance des plus saines, contrairement à Joshua. Et pourquoi, vous allez me dire, je parle de Mary Clifton? Tout simplement parce qu'elle était dans la même ville où venaient de déménager Joshua et ses parents. Et comme ils étaient voisins, à plusieurs reprises, Joshua et Mary se mettaient à jouer ensemble. Pour l'instant, rien de bien méchant. Jusqu'à ce qu'il arrive un drame le 3 novembre 1998. Joshua, alors que ses parents travaillaient, il va proposer à Mary Clifton de venir jouer avec elle au baseball. Celle-ci va accepter et va donc courir vers sa maison pour venir jouer dans la maison de Joshua. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Malheureusement, par excitation, accidentellement, Joshua va frapper à l'œil avec sa balle Mary. Joshua n'a pas le réflexe d'appeler les pompiers ou même ses parents. Il va faire quelque chose d'absolument glauque. Effrayé par ce que vont dire ses parents de la situation, il va décider de traîner Mary Clifton, qui elle est en pleurs dans la maison, pour finir par l'étrangler et la frapper avec sa batte de baseball. Joshua, il ne va pas savoir quoi faire et il va donc décider de cacher le corps de Mary décédée sous son lit pour que ses parents ne découvrent pas l'horreur. Il n'aurait pas dû faire ça. La même journée, à 17 h, la mère de Mary Clifton va signaler à la police que sa fille a disparu. Joshua, lui, dans sa chambre, était en panique et va entendre, à un moment donné, quelqu'un gémir, comme si le corps qui était sous le lit n'était pas du tout décédé. Quand il va se pencher pour voir si elle est toujours en vie, il va voir le corps de Mary trembler de peur et gémir. Alors ce qu'il va décider de faire, c'est prendre un poignard, lui trancher la gorge et lui mettre plein de coups dans le ventre. Il va faire ça en enlevant le matelas à travers les lattes du lit. Et après avoir commis ce meurtre sanglant, il va remettre tranquillement ce matelas comme si rien ne s'était passé. Les autorités pendant ce temps-là vont se mettre à la recherche de la petite fille et même Joshua, le meurtrier, le petit garçon, va se mettre à chercher Mary pour que personne ne se doute que c'est lui qui l'a tué. Quand il s'est fait arrêter, il a expliqué en fait aux enquêteurs qu'il s'est créé en fait un monde autour de lui inconsciemment et il s'est fait croire en fait à lui-même que tout ça n'était jamais arrivé. Son cerveau l'a programmé pour qu'il se dise ok, non, ok, cette fille a disparu mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'ai rien fait. Je vois pas de quoi vous parlez, non, c'est pas moi. Je pense qu'en fait son cerveau a automatiquement évité le traumatisme et s'est protégé et du coup il s'est convaincu lui-même qu'il n'avait absolument rien commis. Et je trouve ça fascinant à la fois, le cerveau humain, mais terrifiant de fou. La police a bien fini par fouiller le domicile de Joshua et ont découvert la puanteur dans la chambre de celui-ci. Mais à aucun moment les policiers ne se sont dit que c'était le corps de Mary Clifton, la fille disparue. Ils ont pensé au moment de la fouille que cette puanteur provenait des oiseaux que gardait dans une cage Joshua. Le FBI va même être sur le coup pour retrouver Mary Clifton et même les habitants vont tous s'y mettre à la recherche de cette fille disparue. Dites-vous que la personne qui retrouverait Mary aurait une récompense de 100 000 $. Et c'est le mardi 10 novembre la même année que tout va se résoudre. Dunphy, l'un des parents de Joshua, va remarquer dans la chambre de Joshua, son fils, une tache humide inhabituelle qui ressemble fortement
à une tache de sang. Dunphy, inquiet, va donc regarder sous le lit et va découvrir qu'il y a les jambes de la petite fille, de Mary Clifton. La mère de Joshua a couru frénétiquement vers le poste de police le plus proche pour littéralement balancer son fils. Mais elle ne va pas le dire comme ça, elle a juste indiqué où il fallait qu'il cherche parce qu'elle avait vu quelque chose peut-être qui était bizarre. Sauf qu'elle a clairement balancé son fils et c'est normal en vrai, parce que son fils a tué quelqu'un. Normal de fou. Comme vous l'aurez sûrement deviné, Joshua va être arrêté par les autorités, ses parents bouleversés d'apprendre que leur fils a tué une fille de sang-froid, sans réfléchir, même si je pense... Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, honnêtement, mais encore une fois, je suppose que tout ça est arrivé à cause d'un seul mouvement de panique de sa part. Son cerveau, en fait, lui a dit, si tu ne tues pas cette personne, si tu ne caches pas cette personne très vite, c'est toi qui vas te faire tuer par tes parents. En plus de ça, comme il était petit, c'était un enfant, il n'avait pas encore, je pense, cette construction-là de se dire que, peut-être que tuer un gars, c'est pas forcément la meilleure des choses. Non, 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 attention, faut pas faire ça du tout. Après, on connaît pas trop le passé de ses parents. Est-ce qu'ils étaient très horribles avec lui? Et donc, c'est pourquoi il aurait tellement eu peur qu'il aurait fait ça pour cacher tout, pour ne pas se faire tuer, mais vraiment tuer pour le coup, au sens premier degré du terme. J'espère que vous aurez aimé ces 3 histoires qui étaient quand même assez pesantes. J'ai trouvé ça très passionnant mais à la fois, waouh, très lourd, un peu comme le cul de mon père. Peut-être pas dire ça, c'est pas du tout, faut pas le dire, non. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'aime pas trop faire des outros bien. Je voulais dire des outros longs et j'aime pas trop parler à la fin des outros. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes encore là, enfant tueur, ça pourrait me faire comprendre que genre vous regardez les vidéos à la fin. Et c'est bien, ça me fait plaisir, vraiment. Moi maintenant les amis, je n'ai plus qu'à vous dire, de manière cool et assez simpliste comme toujours, à plus! To be an excellent system in a survival game, because especially when you're trying to do things like build your base, when you're trying to do things that just take time and you want to take your time, and then your character starts dying, and then you die and the things don't get saved, and it's just annoying. So I do love that the hunger doesn't kill you, but at the same time I find that at least in the beginning, I'm not a fan of the collecting the food. But at the same time, when I click on any crafting station of this game, I think we can assign workers. So it could be that as we go through the game, we get NPCs to do the chores that we don't like doing.